Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur le plateau de Smart Job, le rendez-vous RH, emploi de Bismart, de l'expertise, de l'analyse, du débat et des rubriques que vous connaissez bien. Bien dans son job, c'est aussi bien vivre son télétravail. On en a beaucoup parlé évidemment dans cette émission. Malgré les avantages de ce mode d'organisation, il peut apporter aussi son lot de risques, surmenage, isolement, entre autres. 2 ans après sa généralisation forcée, où en est-il dans les entreprises? Comment trouver en tant que manager le bon équilibre avec ses salariés pour préserver leur bien-être? Réponse tout de suite. Les entreprises s'engagent. Aujourd'hui, un cabinet de conseil en stratégie opérationnelle, le cabinet Tenzing, très engagé sur les questions d'inégalité sociale notamment. Nous verrons comment ces engagements se concrétisent auprès de leurs salariés, mais aussi de leurs clients. Le cercle RH, le secteur de l'hôtellerie-restauration manque toujours de bras, de beaucoup de bras si on en croit Pôle emploi, 100 000 selon l'organisation. Métier aux conditions difficiles, peu rémunérateur, c'est l'image du secteur qu'il faut changer aujourd'hui. Nous discuterons avec nos invités des conséquences actuelles de ces pénuries. Nous verrons également si les accords de branche et notamment l'augmentation du salaire minimum suffiront à réenchanter la profession et à attirer de nouveau le personnel manquant. Et enfin, dans Fenêtre sur l'emploi, qu'arrive-t-il aux footballeurs professionnels qui n'ont pas trouvé de club à la fin du mercato? Non, tout le monde n'est pas acheté des centaines de millions d'euros, à l'instar de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain. En réalité, la précarité touche de nombreux professionnels tous les ans. On recevra tout à l'heure le directeur général de l'UNFP, spécialiste notamment au sein de l'organisation des questions de reconversion professionnelle. J'ai tout dit, on commence comme promis par bien dans son job. Comment bien vivre son télétravail? Sur le papier, il promet de nombreux avantages, c'est vrai. Autonomie et meilleur équilibre entre vie pro et vie perso. Confortablement installé dans son cocon, on serait plus productif. Pas de collègues pour nous déranger, pas de longues heures passées dans les transports. Et pourtant, les risques de surmenage ou d'isolement sont bien réels. On en parle avec un spécialiste des risques psychosociaux. Kevin Oduro nous accompagne, consultant senior en matière de QVT et administrateur à la FIRPS, la Fédération des intervenants en risques psychosociaux. Bonjour Kevin Oduro. Bonjour, merci de me recevoir. Merci à vous de nous accompagner. Je viens d'en citer 2. Je disais surmenage, isolement. Quels sont les principaux risques liés au télétravail? Dites-nous. Finalement, il y a un double risque, parce qu'il y a un risque individuel, mais je pense qu'il faut commencer par le risque collectif. Parce que ce que l'on voit dans ces dernières semaines, dans ces derniers mois de grande expérimentation, c'est que sur le plan collectif, on a beaucoup de choses à repenser. On voit notamment beaucoup de tensions relationnelles. Moi, ça fait 15 ans que je fais ce métier, j'ai jamais vu autant de tensions relationnelles, on n'a jamais travaillé sur autant de tensions relationnelles. Et c'est un petit peu le contrepoids, finalement, du télétravail. C'est que... Tensions relationnelles entre le manager et le salarié? Pas nécessairement. Un peu partout. Un peu partout? Un peu partout, parce que ce qu'il faut imaginer, c'est que les gens, en télétravail, quand ils ont des tensions, ils se voient moins. Donc, sur le court terme, c'est plutôt pas mal. Je pense que ça leur fait un bien fou. Mais vous l'imaginez, en fait, sur le moyen terme, on va avoir des tensions relationnelles qui vont se cristalliser. Et on va se retrouver avec des gens qui ne se voient que pour des points très opérationnels. Donc quand il s'agit de délivrer, ça va. Mais quand il s'agit de faire autre chose, quand il s'agit de bien travailler ensemble, d'aller dans la même direction, d'aborder les désaccords, ça devient vachement plus compliqué. Et puis, au-delà même du conflit, au-delà même de la tension, parce que c'est des mots un peu forts, je pense qu'on peut parler de déficit relationnel. Les gens qui étaient là avant le Covid, ils ont vécu sur un espèce de capital sympathie. Là, on est en train d'intégrer des nouveaux. Je pense à cette intégration des nouveaux, où on leur demande d'ailleurs d'être présents, eux. Il y a beaucoup d'entreprises qui disent « faut venir les 3 premières semaines, voire les 6 premiers mois en présentiel ». Mais ils se retrouvent dans des bureaux qui sont parfois à moitié pleins. Donc ça pose une question, en fait, de se dire « mais comment on va réussir à travailler ensemble? Comment on va parler des désaccords? Comment on va réussir à intégrer ces nouveaux dans l'entreprise ?» Donc je pense que sur le plan relationnel, c'est pas naturel, en tout cas, ce qu'on fait aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses qui vont nous demander un effort supplémentaire pour pouvoir réussir à mieux travailler. Et les conséquences sont lesquelles, alors, actuellement, aujourd'hui? Sans aller peut-être jusqu'à la détresse psychologique de certains salariés? Il y en a quand même. Oui. On ne va pas se le cacher. Aujourd'hui, ce qu'on voit aussi avec les professionnels de la FIRP, c'est qu'il y a plus de gens qui ne vont pas bien aujourd'hui.
Donc c'est assez contre-intuitif parce qu'on se dit le télétravail c'est quand même une aubaine. Il y en a certains qui disent mais plus jamais le monde d'avant. Hein. Et en même temps, de l'autre côté, ce qu'on voit, et c'est les données, par exemple, les chiffres de Santé publique France, hein, on voit qu'il n'y a jamais eu autant de troubles anxieux, il n'y a jamais eu autant d'épisodes dépressifs, donc c'est quand même des mots qui sont forts. Hein. Donc on voit que chez certains collaborateurs, le télétravail, c'est un facteur de risque supplémentaire. Donc c'est qu'il est mal mis en place aujourd'hui par les employeurs, par les entreprises ? Je ne pense pas qu'il soit mal mis en place. Je pense que la plupart des entreprises, elles se sont mis d'accord sur un espèce de travail hybride. Alors, il y a quelques cas extrêmes de 100% télétravail et 100% non-télétravail, mais ça reste des cas extrêmes. Hein. Mais dans les faits, comment elle est discutée, travaillée, cette logistique au sein des entreprises ? Ce sera au manager d'aller voir son salarié et de lui demander qu'est-ce qui t'arrange ? Ça fait partie de son rôle. En effet, je pense que l'entreprise, elle a un devoir de créer une norme. Et le manager, son rôle, c'est de savoir si son équipe, ces individus au sein de son équipe, ils vont réussir à s'adapter à la norme. Parce que quand on parle d'épisodes dépressifs, de troubles anxieux, on parle aussi parfois de troubles de l'adaptation. C'est des gens qui ne sont pas à l'aise chez eux, qui ne trouvent pas ce qu'ils veulent trouver chez eux. Donc, en effet, je pense que le manager, il a un rôle de détection de ces situations difficiles. Sans qu'il devienne non plus un sauveur, hein. C'est qu'il faut qu'il s'entoure bien. Ce n'est pas que le manager qui doit faire le travail. Je pense que c'est une responsabilité partagée. Mais en effet, le manager, s'il voit qu'il a un collaborateur qui montre des signes de difficulté, il faut qu'il se pose des questions très vite. Détection, est-ce qu'on peut aussi parler d'anticipation ? Est-ce que ces risques, on peut aussi les anticiper en tant que manager, employeur ? Oui, quand on parle de prévention des risques psychosociaux, vous comprenez qu'on n'est pas dans la gestion, même si on en fait, c'est évident. On n'attend pas d'avoir un salarié qui fait un burn-out. Non, puis on le voit. Si on est bien formé, si on est bien outillé, on voit les signaux de difficulté d'un collaborateur. Et c'est même avant que comportemental. On voit des choses sur sa manière d'interagir avec les autres, encore une fois, sur ses émotions, sur sa manière de réfléchir. Donc, si on outille les managers, si on les forme, si on les professionnalise même, je pense que c'est le terme, je pense qu'on peut faire d'eux des bonnes vigies. Attention maintenant à ce qu'ils ne deviennent pas des managers psychiatres, par exemple. Hein, parce qu'on en voit certains qui se positionnent, alors on en a certains qui fuient, qui se disent « oh là là, tout ça, c'est pas pour moi », mais on en voit aussi certains qui ont, avec la crise, embrassé ce côté psychologique de leur rôle. C'est très intéressant, mais attention à la limite, quand ils passent, par exemple, et nous on en voit, des managers qui passent 2 heures avec un collaborateur par jour pour essayer de trouver des solutions. Parfois, ces gens-là, ils ont besoin d'aide aussi. Où en est-on aujourd'hui dans les entreprises ? C'est vrai que on a vu une majorité des salariés en télétravail, puis beaucoup moins, puis de nouveau en 2 ans. C'est vrai que les entreprises et salariés ont aussi entre présentiel et télétravail, au rythme des fois des confinements un peu forcés. Aujourd'hui, où en est-on ? Il y a des salariés qui disent « moi, je veux absolument rester en télétravail aujourd'hui ». Est-ce qu'il y a des entreprises qui disent « bon, c'est bon, le télétravail, ça saoule un peu et on arrête ». On est où aujourd'hui ? Non, mais c'est vrai, c'est une vraie question. Oui, mais c'est une question compliquée parce que ça dépend tellement des entreprises. En fait, c'est ça que c'est peut-être difficile, c'est qu'avant, on avait une norme claire. Tu viens travailler. Tu viens travailler, c'est des horaires fixes. Et aujourd'hui, il y a plein d'entreprises qui font des choses différentes. Il y en a qui vont dire « on va abandonner nos locaux ». Ou on va avoir des locaux tout petits, parce que finalement, on a des sujets où c'est trop grand. Et puis, il y en a qui disent, bon, par contre, il faut venir maintenant, c'est les mardis et les jeudis. Et du coup, le lundi et les vendredis, il n'y a plus personne. Et puis, il y a tous les gens, il faut imaginer des couples qui n'ont plus exactement les mêmes trains de vie. Donc, ça a créé énormément de complexité. Donc, aujourd'hui, on est encore dans la grande expérimentation. C'est pas fini. Eh ben on va terminer sur ces mots. On est encore dans la grande expérimentation. Merci beaucoup, Kevin Audureau, d'être venu nous voir aujourd'hui sur le plateau de Smart Job. Comment bien vivre son télétravail. On en a appris un peu plus avec vous. Je le rappelle, vous êtes le consultant senior en matière de QVT et administrateur à la FIRPS. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés. Tout de suite, une entreprise qui s'engage dans Smart Job. Zoom aujourd'hui sur une entreprise engagée pour la mixité sociale, ESS par la gouvernance depuis sa création, Bicorp par les modes de fonctionnement et société à mission, le cabinet de conseil en stratégie opérationnelle Tenzing. On va tenter de comprendre comment ces engagements se concrétisent auprès des salariés du groupe et de ses clients avec Éric Delannoy, le président de Tenzing. Il nous accompagne aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Smart Job, Éric Delannoy. Merci beaucoup de nous accompagner aujourd'hui. Ma première question est simple, cabinet de conseil en stratégie. On va peut-être essayer d'expliquer à nos téléspectateurs en quoi ça consiste. Quelles sont les missions, on va dire, principales de Tenzing aujourd'hui ? Les missions principales de Tenzing vis-à-vis de ses clients, ce sont des missions d'amélioration opérationnelle,
d'efficacité opérationnelle, nous aidons les entreprises, grandes ou moins grandes, à mieux fonctionner, à optimiser leur mode de fonctionnement, mais avec un certain nombre de valeurs. C'est un marché qui aujourd'hui est assez important. Les grands noms, c'est Accenture, donc on peut le nommer. Dans la partie, bien évidemment, dans la partie stratégie, c'est McKinsey. Donc nous faisons en sorte de nous différencier par nos valeurs et nos modes de fonctionnement. On se démarque par ces engagements. Justement, c'est quoi un cabinet de conseil engagé ? Un cabinet de conseil engagé, c'est un cabinet de conseil qui a pris conscience d'une part que dans ce monde du conseil en stratégie, c'est un monde très élitiste qui recrute tous la plupart dans les mêmes écoles et que finalement il y a un gâchis de talent énorme. Donc un cabinet de conseil engagé, c'est un cabinet de conseil qui va recruter sur les compétences, sur les talents et non pas sur les diplômes. Aujourd'hui, expliquez-nous qui sont vos principaux clients. Est-ce que ce sont des entreprises engagées elles aussi ? Et sur quels critères justement vous déterminez qu'elles le sont elles aussi engagées ? Alors aujourd'hui, c'est toutes les entreprises, notamment les entreprises du CAC 40, les grandes entreprises, qui ont des besoins d'optimisation de leur fonctionnement. Qu'elles soient engagées ou non, ce n'est pas à ce stade le problème. D'accord. Nous avons maintenant, depuis quelques années, développé une offre spécifique pour aider les entreprises à formaliser leur engagement. Mais ce n'est pas complètement le cœur de notre métier. Le cœur de notre métier, c'est tout ce qui tourne autour de l'excellence opérationnelle. Excellence opérationnelle, que signifie pour vous, c'est ce que je disais, ESS, B Corp, que signifie pour vous et vos clients ce type de statut, justement ? Pour certains clients, malheureusement, ça ne signifie pas grand-chose. C'est-à-dire qu'ils vont nous prendre pour l'efficacité qu'on aura dans les missions qu'on va mener. Ce qui me semble un peu logique et ce n'est pas condamnable. Certaines entreprises, notamment les mutualistes, pour beaucoup, donc des entreprises qui ont déjà au cœur une forme de gouvernance particulière, vont également regarder quel type d'entreprise nous sommes. Et donc, pour eux, être société à mission ou être B Corp va être important parce que il va y avoir une communauté de valeurs dont ils pensent que ça permettra de mieux assurer les missions. D'être identifié comme tel, c'est quand même intéressant auprès de vos clients. Oui, c'est intéressant puisque nous avons un combat. Être société à mission ou être B Corp, c'est faire un plaidoyer auprès du capitalisme pour dire nous sommes dans un secteur très élitiste, mais néanmoins nous fonctionnons autrement. Donc c'est possible de le faire dans n'importe quel secteur et toutes les entreprises peuvent mettre quelque part leur dynamique au service des enjeux de la société. Quelles sont concrètement vos actions de lutte contre les inégalités sociales ? Vous avez dit mixité sociale, notamment dans le recrutement, on va en parler. Votre raison d'être affirme, je crois, vouloir promouvoir la réussite de ces populations victimes d'inégalités. Quelles sont concrètement vos actions là-dessus ? Le recrutement. Pour commencer, ça passe par là, déjà. Ça passe beaucoup par là, puisque dans ce métier, encore une fois, on recrute dans les grandes écoles. Le conseil en stratégie est en soi une école de formation formidable, puisque des gens qui sortent des grandes écoles vont faire ce métier-là avant de choisir leur véritable métier, s'ils ne restent pas consultants. Nous allons recruter des jeunes pour lutter contre le déterminisme social, dont on aurait identifié qu'ils ont les compétences pour pouvoir être des consultants, mais qui n'avaient pas forcément les bons diplômes. Donc lutter contre le déterminisme social en faveur de l'égalité des chances, c'est permettre à un certain nombre de jeunes, notamment de milieux populaires, d'accéder à un métier auquel ils n'auraient jamais eu accès. Et ça, c'est une action concrète. On privilégie les compétences plus que le diplôme. Ah, tout à fait. Nous avons construit un outil de recrutement qui permet de sélectionner ces jeunes par rapport à leurs compétences. On ne regarde absolument pas le diplôme. Ce qui fait qu'à travers l'ensemble de nos consultants, nous sommes aujourd'hui une cinquantaine, nous avons la moitié de ces jeunes consultants qui ont des diplômes universitaires, qui ont quelquefois très peu de diplômes, qui ont des BTS et qui finalement n'ont pas les diplômes qui sont dans les standards de ces métiers. Et pour vous, c'est intéressant de s'ouvrir à ces nouveaux profils aussi ? Oui, ça crée d'abord la mixité sociale. Nous, on a la conviction que ça crée une richesse. Ouais. Donc, et c'est un message pour dire à l'ensemble de nos clients, à l'ensemble de notre entreprise, nous avons une mixité sociale. Ça nous permet aussi de faire des missions avec une grande réussite, aussi bien, sinon mieux que les autres cabinets. Et donc, ça permet de ne pas gâcher les talents de la France, puisque ça veut dire simplement que les talents sont partout. Il faut juste réussir à les sélectionner. J'avais une question. Vous appliquez ce que vous appelez chez Tenzing le dividende sociétal. Expliquez-nous ce que c'est et comment ça marche. C'est intéressant. Le dividende sociétal, c'est le choix qu'on a fait, ce sont les choix des associés, de renoncer aux dividendes. C'est une activité très lucrative, le conseil. Et ce n'est pas parce que nous sommes engagés que nous ne devons pas gagner d'argent, puisque pour pouvoir mettre en place nos engagements, nous devons avoir de l'argent. Donc nous avons fait en sorte que les dividendes que les associés auraient dû se distribuer, on va les distribuer à travers le prix Tenzing de l'égalité des chances, qui chaque année permet de donner nos dividendes aux associations que nos collaborateurs auront choisies. Depuis notre création, c'est-à-dire il y a 6 ans, nous avons distribué plus de 500 000 euros
à une quinzaine d'associations qui sont toutes des associations qui s'attaquent aux racines des inégalités. C'est donc le deuxième vecteur. Un premier vecteur, c'est le recrutement. Deuxième vecteur de notre engagement, c'est soutenir les associations qui luttent en faveur de l'égalité des chances. Merci beaucoup Éric Delannoy de nous avoir présenté vos engagements aujourd'hui, les engagements de la société Tenzing. Je le rappelle, vous êtes son président. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui dans Smart Job. Merci à vous de nous avoir suivis. On marque une courte pause et on se retrouve tout de suite dans le cercle RH. Je vous le disais, on fera un point avec nos invités sur la crise de recrutement que connaît actuellement le secteur de l'hôtellerie-restauration. À tout de suite. De retour dans Smart Job, c'est l'heure du cercle RH. On revient sur la crise de recrutement du secteur de l'hôtellerie, restauration. 100 000, c'est le nombre de salariés qu'il manque aujourd'hui sur le marché, selon Pôle emploi. La branche fait tout pour renforcer son attractivité. Comme la signature de cet accord sur l'augmentation des salaires minimum, elle négocie aussi avec les partenaires sociaux pour améliorer les conditions de travail. On en parle aujourd'hui avec Laurent Taïeb, entrepreneur, hôtelier reconnu évidemment pour son savoir-faire dans la création des lieux de vie et bien sûr président du groupe. Laurent Taïeb, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Job. Merci beaucoup de nous accompagner aujourd'hui. Un mot d'abord sur l'ampleur de la crise du recrutement dans le secteur. Est-ce que vous, ces chiffres vous paraissent cohérents? 100 000 personnes qui manquent actuellement aujourd'hui. Je pense qu'ils sont cohérents. Je pense même peut-être qu'il manque encore un peu plus de monde que ça. Une ampleur inédite? Inédite, non. Je pense qu'on a déjà connu des manques d'emploi. Ouais. C'était déjà le cas. Mais concentré sur un aussi court temps, ça, c'est inédit. J'ai un autre chiffre sur lequel je voulais vous faire réagir aussi. 270 000 postes en CDI et CDD non pourvus avant l'été 2022. La DARES parlait de 237 000 employés qui ont disparu carrément en un an. Est-ce qu'on sait où ils sont passés ou est-ce qu'on a un espoir de les retrouver un jour, ces salariés? Alors, je ne sais pas où est-ce qu'ils sont passés. J'ai l'impression qu'il y a une histoire qui est liée avec le Covid, où les gens ont cru que la vie allait pouvoir être plus cool en restant chez eux. Il y a une partie qui vont pouvoir faire du télétravail parce que les métiers le permettent. Et il y en a d'autres, il va bien falloir qu'ils reviennent travailler. Tous les métiers ne peuvent pas se permettre de faire du télétravail. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a eu des aides, qu'il y a eu des gens qui ont pu trouver plein d'autres jobs pendant ces périodes-là. Mais je voudrais rester optimiste. J'ai quand même l'impression qu'au fur et à mesure qu'on va revenir dans une sorte de vie réelle, qu'on sera plus inquiété par des risques d'épidémie avec des lieux qui vont fermer, je pense que ça va reprendre. On va revenir dans un état un peu plus normal. Vous parliez du Covid. Pourquoi cette crise, cette crise de recrutement dans l'hôtellerie-restauration, elle s'est exacerbée pendant le Covid, selon vous? Ça ne date pas d'hier qu'on parle de métiers très difficiles, très durs, peu rémunérateurs des fois. Ça, c'est pas nouveau. Qu'est-ce qui a fait que pendant la crise, ça a un peu explosé? Alors, je crois que ce n'est pas que la restauration. Je crois que ce sont tous les métiers à pénibilité. C'est-à-dire que ce qui s'est passé pendant le Covid, les gens se sont rendus compte que ne pas travailler le soir et être avec sa famille, c'est plus sympa. De ne pas avoir des contraintes d'horaire, c'est plus sympa. De ne pas travailler le samedi et le dimanche, c'est plus sympa. Donc, à l'hôpital, on a eu un problème majeur. Tout ce qui est les vendeurs, les vendeuses ont eu un problème majeur. Et donc, à un moment donné, le même salaire par rapport à ces contraintes, a créé une sorte de démission importante de la part de ces gens-là. Et il faut, et on s'y attelle tous aujourd'hui, se dire comment ils reviennent. Et je pense que c'est possible. Mais pour vous, il est ponctuel. C'est ce qui se cache derrière ça. C'est-à-dire que là, on a l'impression que vous dites, bon, 2 ans après le Covid, ils finiront bien par revenir. Ils ont bénéficié de ces avantages-là, ils se sont reposés, ils reviendront. Selon vous, c'est ponctuel. On n'a pas de désenchantement de la profession? Je crois pas ça. Il va falloir que tout le monde travaille de manière différente pour garder ses salariés.
Il va falloir absolument. Moi, je crois, et on a un exemple avec l'hôtel Madame Rêve, où le manque de personnel est inférieur aux chiffres que vous annoncez. Nous n'avons pas à l'hôtel Madame Rêve 30% de postes vacants. Je pense que nous avons plutôt 15% de postes vacants, ce qui est la moyenne d'une entreprise. Mais ce qu'on a dû faire pour arriver à ça est vraiment très important. Et je crois que ça va être, dans notre secteur, on a revalorisé les salaires, mais ce n'est pas que le salaire, en fait. C'est surtout aujourd'hui, selon moi, c'est la manière de garder ces salariés. C'est la manière de les considérer. C'est la manière dont on va les écouter. C'est la manière d'adapter le monde moderne à aujourd'hui. C'est tout ce genre de choses qu'on va pouvoir développer qui vont faire qu'on va retrouver une attractivité. C'est pour ça que vous êtes là, vous allez nous les donner, d'ailleurs, ces exemples concrets, comment vous avez fait pour les valoriser, ces salariés-là, chez vous. Mais c'est intéressant ce que vous dites, puisqu'on peut distinguer, je ne sais pas comment on pourrait dire, deux filières, en tout cas aujourd'hui dans le secteur, sur le marché de l'hôtellerie-restauration. Il y a cette filière un peu plus de luxe, hôtellerie-restauration de luxe, et l'autre, la crise de recrutement n'est pas la même dans les deux. C'est vrai. Pour une raison extrêmement simple. C'est-à-dire que, par exemple, quand vous avez un petit restaurant et que vous travaillez, ce que j'ai fait pour commencer dans ma vie, on est toujours une sorte de... On essaye d'être très paternaliste. Et quelque part, mais les heures supplémentaires ne sont pas toujours payées, les gens travaillent dans des conditions... Tout ça, c'est terminé. C'est un monde d'avant. Et il n'existera plus, et heureusement, parce que sinon, on ne devient pas du tout intéressant pour trouver des gens, pour travailler dans nos établissements. Chez nous, dans l'hôtellerie de luxe, on a mis dans tous les restaurants les pointeuses. Chaque minute travaillée est réellement due. On ne peut pas discuter, c'est son badge, à quelle heure il arrive, à quelle heure il part. Il va falloir que tout le monde s'y mette. Mais ça va coûter de l'argent. Donc il va y avoir un rééquilibrage économique de cette restauration, de ces petits hôtels, pour arriver à un équilibre que je ne peux pas vous donner précisément. Mais c'est vrai que l'hôtellerie ou la restauration, j'allais dire de luxe, a moins souffert en recrutement parce qu'elle a pu offrir des avantages plus importants à ses salariés. Donc vous le constatez, la pénurie est beaucoup moins importante, en tout cas dans ces établissements-là. Je dirais pas beaucoup moins. Moins importante. Je dirais, elle est moins importante. Et puis vous avez une deuxième chose qui est assez importante dans notre secteur, c'est que vous avez les pourboires. Nous, on s'est beaucoup battus. J'avais fait une tribune dans les Échos pour essayer de sensibiliser les pouvoirs publics pour défiscaliser les pourboires. On a eu beaucoup de chance, on a été entendus. C'est considérable, la défiscalisation des pourboires pour chaque personne. C'est immédiatement payé maintenant sur le TPE de l'encaissement. Quand les gens gagnent un peu plus de sous, ils partent quand même moins, il faut être honnête. Donc cet aspect rémunération est tout de même très important. On va en reparler. Avant de parler des solutions pour réattirer tout ce personnel manquant aujourd'hui dans le secteur, moi j'aimerais que vous nous dites quelles sont les conséquences aujourd'hui de cette pénurie sur les restaurateurs. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? On a des restaurants qui ferment, on a des restaurants qui sont incapables de délivrer, faute de serveurs. Voilà, dites-nous votre retour d'expérience terrain, alors peut-être un peu moins dans vos établissements, peut-être que pour les autres. Voilà, quelles sont les conséquences de cette pénurie actuellement? Les conséquences, c'est que vous allez, et vous avez eu, même dès cet été, des gens qui n'ont pas pu délivrer. C'est ce que vous dites. Ça veut dire que vous avez eu des gens qui n'ont pas pu ouvrir 7 jours sur 7. Vous avez des gens qui ont dû fermer certains jours. Vous avez beaucoup de mes confrères qui ont réduit la tranche horaire des services. C'est-à-dire qui n'ont pas servi en continuité dans la journée, qu'ils ont arrêté des services à 14h30, qu'ils ont arrêté des services à 22h. Ce qui fait que d'une manière ou d'une autre, l'équilibre économique a été touché. Vous allez avoir une très grosse partie de la population qui doit commencer à rembourser les PGE. Personne n'a tenu son PGE, quel qu'il soit. C'était très difficile. Personne n'avait une trésorerie pour payer à vide des employés et des salaires. Donc, c'est ça, en fait, aujourd'hui, le bilan que je ne peux pas vous dire de manière très précise, mais qui est à risque. Parce que nous avons eu moins ce problème-là dans l'hôtellerie, car il faut un peu moins de monde pour faire travailler un hôtel que ce qu'il n'en faut dans un restaurant. Combien d'établissements, c'est une question aussi qu'on se pose, Laurent Taïeb, ont été forcés d'accepter? Donc, il y a ceux qui ne pouvaient pas délivrer. Combien ont été forcés ou obligés d'accepter des salariés qui font aussi le minimum? C'est-à-dire, voilà, on prend des gens en effet moins compétents parce qu'on n'a pas le choix, moins formés parce qu'on n'a pas le choix. Ça, c'est un retour aussi que vous avez de certains restaurateurs
Mais ça, c'est pas que la restauration, même l'hôtellerie, tout le monde doit composer avec ça. Ça, c'est un vrai sujet de fond. Donner envie à ses salariés, c'est très important. Nous, par exemple, pour traiter ce sujet-là, moi, je me considère comme un artisan, même si on est très nombreux. Il faut être là tous les jours, il faut aller les voir tous les jours, il faut savoir comment ils s'appellent, il faut écouter. On est rentré dans une personnalisation du travail. La main-d'œuvre va pouvoir tout donner si à un moment donné on arrive à se rendre compte de ce qu'ils font, on regarde ce qu'ils ne font pas et on trouve le chemin de leur donner envie de le faire. Ça va plus pouvoir, on appuie sur un bouton, boum, il faut faire ça. Ça, je pense que c'est derrière nous dans les métiers à pénibilité. Donc par où commencer alors selon vous, Laurent Taillet, pour rendre ces métiers de nouveau attractifs? Il y a la question de la rémunération, pas que selon vous, mais elle est quand même là, cette question de la rémunération. Voilà, aujourd'hui, les employeurs vont être obligés d'augmenter drastiquement les salaires s'ils veulent faire revenir des employés. Il y a les salaires, c'est quand même la véritable logique. Il y a un énorme problème de logement dans les grandes villes qui concentrent la plus grande partie des restaurants. C'est très compliqué de se loger aujourd'hui dans des villes comme Paris, comme Bordeaux. Donc il va falloir qu'on trouve des idées pour loger les gens. Ça, c'est le co-living est quelque chose qui peut-être va venir dans ces métiers-là. Il va falloir aussi réfléchir à une logique sur la flexibilité du travail. C'est quelque chose qui est important de demain, parce que vous avez plein d'étudiants que ça arrange considérablement de bosser le dimanche, et vous n'en avez d'autres. Donc, il y a tout ce travail, mais tout ce travail va nécessiter un encadrement sur des grosses structures qui est assez difficile à mettre en œuvre, mais j'y crois, c'est le monde de demain. Comment expliquer justement, vous parlez, ça va être des accords de branche aussi, comment vous expliquez que la convention collective, elle est si peu évoluée dans cette branche en 15 ans? C'est ce qui a été beaucoup dit aussi. Ça a très peu évolué et pourtant les pratiques, les modes d'organisation du travail, eux, ont évolué pendant ce temps-là. Je pense que vous avez deux manières dans l'hôtellerie-restauration. Vous avez des gens qui étaient habitués, quand ils sont limonadiers, serveurs, qui étaient au pourcentage, vu ce qu'ils gagnent quand ils sont au pourcentage, ou vu les gens qui travaillent dans certains métiers de luxe avec les pourboires, n'avaient pas le temps de s'occuper de ça. C'était un métier, et c'est toujours un métier, qui permet très rapidement une très grande ascension sociale. C'est un métier où très rapidement, on peut très vite gagner très bien sa vie. Donc, si vous voulez, c'était pas un métier, quand vous allez malheureusement travailler à l'usine, vous pouvez rester 10 ans au même poste sans voir. Quand vous êtes un bon chef de rang, la probabilité de passer manager ou la probabilité de passer directeur d'un établissement est concrète et réelle. Vous pouvez en moins de 3-4 ans doubler ou tripler votre salaire. C'est pareil en cuisine. C'est pareil dans l'hébergement. Donc vous avez une possibilité d'ascension sociale dans ces métiers qui a moins été intéressée par les règles, etc., etc. Mais aujourd'hui, on arrive à un équilibre à trouver pour redonner envie aux gens de venir et de composer la réalité de ce que va être cette vie. Mais il y a une chose très importante. Il va falloir qu'on explique quand même à tout le monde que cette période du Covid et de ce non-effort rémunéré n'est pas une norme. Il va falloir qu'on reprenne le goût de l'effort. Tout est difficile. Et donc, c'est la vie. Il faut repasser dans une sorte d'avoir envie de progresser socialement. Notre métier ouvre des avantages énormes pour ça. Sur cet aspect organisation du travail, on en a parlé d'ailleurs en début d'émission, on a parlé du télétravail, les métiers de l'hôtellerie-restauration ne sont pas vraiment concernés. En tout cas, les salariés demandent aujourd'hui un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie personnel. On sait que dans la restauration, c'est un peu compliqué. Il y a ce fameux double service avec une longue coupure dans la journée. Donc, c'est-à-dire qu'on n'est pas là le soir, on n'est pas là le matin non plus. Est-ce que ça, on peut imaginer mettre fin, par exemple, à ce fameux double service pour que les gens retrouvent une vie personnelle épanouissante ? Alors, est-ce que c'est des choses dans lesquelles vous discutez, par exemple ? On en discute, ouais. Mais tout le monde n'est pas contre le double service. C'est pas une norme, le double service. Vous avez très certainement en cuisine des gens qui sont pas intéressés par le double service, mais vous avez plein de gens qui sont en salle que ça arrange considérablement. Vous avez très peu de gens qui ont envie de démarrer à 16h et finir à 2h du matin, parce qu'il y a d'autres contraintes qui vont arriver, alors que quand ils font des doubles services, vers 23h30, minuit, ils ont fini. Il y a plein de choses. Ça ne va pas être tout noir ou tout blanc. Il va falloir rééquilibrer. Vous avez des étudiants qui, quand ils bossent le samedi et le dimanche, ils veulent travailler le plus possible. Vous avez plein de gens qui sont en salle et qui, donc, le pourboire qui représente entre 20 et 50% des fois du complément de salaire, veulent être présents le plus possible pour les services, pour gagner le plus possible, parce qu'ils ont un laps de temps qui est plus court.
Donc moi, je crois que c'est un équilibre d'ensemble qu'il faut trouver. Ce que vous dites, c'est qu'il faut discuter finalement et s'adapter aux besoins. Mais nous, vous savez, chez nous, on discute énormément dans nos entreprises. Et je pense que ça va devenir la norme pour tout le monde. Il faut discuter, réfléchir, adapter et en même temps être réaliste. Dans la restauration, on travaille quand les autres s'amusent. C'est un fait. Vous allez au restaurant, vous allez au cinéma, vous sortez à 10h du soir, ça va vous gêner. Si la seule soirée que vous avez, on va vous dire qu'à 10h, il est trop tard pour y manger. Donc c'est ce chemin-là qu'il faut trouver pour redonner envie, redispatcher le temps de travail, réfléchir avec des gens qui ont des enfants, qui peuvent moins faire telle et telle chose, comment on fait. C'est toute une organisation. Chez nous, on n'a pas de problème avec la coupure. On arrive à discuter avec chacun. Il y en a qui la veulent pas. Vous savez, aujourd'hui, il y a tellement de pénibilité que si quelqu'un n'a pas envie de faire une coupure et qui vous dit voilà ce que je peux avoir, on va trouver une solution. C'est celui qui veut pas faire la coupure, qui veut finir à 18h, qui veut pas bosser le samedi et le dimanche. Ça commence à être compliqué, si vous voulez. Et c'est ça qu'on rencontre aujourd'hui. S'ouvrir à d'autres profils aussi, peut-être aujourd'hui, quand on essaye de sensibiliser, de recruter, de combler ce manque de personnel actuellement, est-ce qu'on se dit qu'il faut peut-être s'ouvrir à d'autres profils aussi ? Moi, je suis totalement d'accord avec vous. On a fait une pub qu'on a mis sur YouTube qui s'appelait Rejoins-nous, où on expliquait à tout le monde, quel que soit d'où tu es, ta venue, que tu ne sois pas formé, que tu n'as pas d'expérience, c'était Rejoins-nous. Et au fond, je crois que vous avez raison, il faut ouvrir. Il y a plein de gens qui vivent dans des petits appartements, qui s'embêtent aussi chez eux et qui sont très contents de rencontrer une entreprise, une méthode de travail, rencontrer des amis, etc. etc. Je pense qu'il faut ouvrir. C'est intéressant ce que vous dites, ces campagnes de sensibilisation, de publicité. Vous incitez les restaurateurs aujourd'hui à le faire ? Vous pensez que ça marche véritablement ? Ah oui, je pense qu'aujourd'hui, il faut utiliser tous les moyens. Vous ne pouvez pas discuter avec un jeune qui a 20 ans si vous ne comprenez pas le numérique. Il ne va pas lire Le Parisien, les offres d'emploi. C'est très peu de gens. Donc aujourd'hui, tout doit être basé sur le numérique. Tout doit être des vidéos qui correspondent à leur manière de consommer, si je peux dire, leur existence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut qu'on arrive à les intéresser par rapport à ce qu'ils sont. Vous avez plus de chances de trouver du monde sur une campagne sur YouTube que si vous essayez de faire une campagne traditionnelle de recrutement. Laurent Taïeb, est-ce que vous comptez aussi aujourd'hui un peu sur le gouvernement pour vous aider à répondre à cette crise du recrutement dans le secteur ? Je parlais des chiffres de Pôle emploi, 100 000 personnes qui manquent aujourd'hui. Pôle emploi, il veut créer un vivier de chômeurs pour combler les pénuries de main-d'œuvre en les recensant par secteur en tension. On le disait, ils sont plusieurs. Est-ce que vous pensez qu'une mesure comme celle-là peut être efficace aujourd'hui ? C'est-à-dire, on va aller chercher ces chômeurs qui potentiellement pourraient répondre à cette offre-là. Vous y croyez ? Oui, j'y crois et je vais être très honnête, il y a des métiers où le chômage c'est fait pour les gens qui perdent vraiment leur emploi. Si vous êtes dans un bassin minier dans le Nord et qu'il n'y a plus d'emploi, ça serait terrible de leur enlever du chômage à ces gens-là. Quand on vous dit qu'à Paris, il y a X milliers de chômeurs dans la restauration, alors qu'il n'y a pas une personne qui n'est pas en recherche d'emploi, c'est un peu injuste pour des gens qui en ont vraiment besoin. Donc, moi, je partage ce point de vue-là. Je ne fais surtout pas de politique. Je suis juste dans le concret. Il y a des métiers qui sont en perte de vitesse dans des bassins d'emploi. Et là, il faut vraiment que le gouvernement et l'État les aident, parce que ça serait trop difficile pour eux. Trouver un emploi à Cannes, dans l'hôtellerie, dans la restauration, dans le commerce, c'est pas très complexe. On est en sous-effectif à peu près tous. Donc je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire je suis cuisinier et je vais rester 1 an et demi au chômage. C'est pas possible. Laurent Taïeb, est-ce que vous gardez espoir donc ? Mais moi, je suis très positif. Aujourd'hui, la saison 2022 a été la plus exceptionnelle jamais réalisée pour l'hôtellerie. Elle a été peut-être un peu plus difficile pour la restauration, pour les raisons que nous avons évoquées. Tout le monde n'a pas pu délivrer. J'ouvre dans pas longtemps un 2e hôtel qui s'appelle le Tout Hôtel, dans un nouveau quartier, avec plein de jeunes, plein de gens de la tech, à côté de la bibliothèque François Mitterrand, à côté de Station F. On est dans une demande en France qui est exceptionnelle. Il y a plein de problèmes partout à travers le monde, mais je vous rassure, il y en a toujours eu, il y en aura toujours. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est d'essayer de s'adapter au monde d'aujourd'hui et que tout le monde essaye de discuter pour qu'on trouve un équilibre qui convienne à tout le monde. On discute. Merci beaucoup Laurent Taïeb d'être venu aujourd'hui discuter avec nous sur le plateau de Smart Job. Je rappelle, vous êtes le président du groupe Laurent Taïeb. Merci beaucoup d'avoir été avec nous tout de suite. Et comme chaque jour, on termine cette émission par Fenêtre sur l'emploi.
Dans Fenêtre sur l'emploi, zoom aujourd'hui sur ces joueurs de football au chômage ou plutôt sans contrat. Ils sont des dizaines à ne pas être recrutés à la fin du mercato. Une position fragile sur le marché et plusieurs options. On s'accroche et on s'entraîne. On revoit à la baisse ses attentes ou on envisage la reconversion. Problème, 2 footballeurs sur 3 ne savent pas ce qu'ils feront lorsqu'ils cesseront leur activité. On en parle avec un spécialiste du sujet, un ancien joueur professionnel, actuel directeur général de l'UNFP, l'Union nationale des footballeurs professionnels, mais aussi responsable de l'ESR, structure de l'UNFP qui accompagne des joueurs dans leur projet de reconversion. Je crois que j'ai tout dit. Bonjour Philippe Lafont. Bonjour, c'est très complet. Merci beaucoup de nous accompagner aujourd'hui pour parler de ce sujet important. Combien sont-ils chaque année, je ne sais pas si vous allez pouvoir nous donner un chiffre précis, en tout cas à rater le coche du mercato et donc à attendre un contrat dans un club? Mais en fait, ça va dépendre à quel moment de la saison on se situe, évidemment. Nous, on comptabilise chaque fin de saison, au 30 juin, environ 250 à 300 joueurs, fin de contrat. Donc, ceux-là, dans ces 300, certains re-signent immédiatement dans leur club ou changent de club. Et aujourd'hui, 12 septembre, on a encore 120, 130 joueurs sans club à l'heure actuelle. Quelles options s'offrent à eux alors? Je le disais, on continue de s'entraîner. Vous êtes là aussi pour ça, l'UNFP? Exactement, pour les accompagner. Parce que voilà, c'est un accompagnement. On n'est pas là pour décider à leur place. On est vraiment là pour les mettre dans les meilleures conditions. Parce que une fois qu'on a quitté le club et qu'on est au chômage, on est seul. Donc il y a les agents qui travaillent évidemment, mais l'aspect du footballeur, il se retrouve seul avec sa famille. Donc on a maintenant, depuis les années 1990, mis en place l'UNFP Football Club. On recrée un club professionnel entièrement durant le mois de juin, juillet, août, 6-7 semaines d'accompagnement. Et cela permet, avec des entraîneurs également au chômage, de recréer une cellule. Alors, entraîneur professionnel, entraîneur adjoint, préparateur physique, entraîneur des gardiens. On a un diététicien, on a un préparateur mental, des kinés et tout. Une cellule vraiment très complète pour accompagner entre 30 et 40 joueurs qui passent, puisque dès qu'il y en a un qui signe, on en a d'autres en attente, et garder un équilibre dans l'équipe pour que le coach puisse faire son travail. Donc, c'est vraiment recréer et pouvoir jouer, les exposer. Ouais. Donc, il y a les entraînements, c'est bien, mais faire que s'entraîner, ça ne suffit pas. Et aujourd'hui, c'est de pouvoir les mettre en lumière avec des matchs contre des équipes de Ligue 1, de Ligue 2, de National, qui, à un moment donné, vont recruter, vont penser à eux. Et ça permet également aux recruteurs des autres clubs de venir les voir en situation réelle. C'est ça qui est important. Justement, Philippe Lafont, vous parliez de ces différences en fonction de la saison. Quels sont les deadlines après lesquels ils ne peuvent plus espérer être recrutés, pour qu'on comprenne bien? L'avantage, c'est que pour cette catégorie de joueurs, le mercato traditionnel s'est arrêté le 1er septembre. Mais eux peuvent encore signer jusqu'au 31 janvier. Donc aujourd'hui, c'est justement la fenêtre qui est ouverte actuellement, leur permet, il n'y a qu'eux qui peuvent, en complément par rapport à une blessure ou en complément dans un club, pouvoir signer. Donc ça, c'est un avantage. Et durant cette période, on rajoute, nous aussi, un petit plus, c'est qu'on met en place une enveloppe d'environ 150 000 euros pour les clubs. Et c'est une aide pour un joueur professionnel, c'est une aide de 10 000 euros que l'on met en place. Et pour un joueur qui va signer fédéral en national, une aide de 8 000 euros. C'est une aide aux charges patronales. Donc c'est un encouragement pour les clubs, parce qu'on connaît... Parce que les clubs, il faut les aider aussi. Il faut les aider aussi, on sait bien, après les années que l'on vient de passer, il faut donner un coup de pouce. Et pour cette catégorie de joueurs, ça permet chaque année à une vingtaine, 20-25 joueurs de pouvoir retrouver un contrat plus facilement. On s'expatrie aussi, ça peut être une solution? C'est la solution, oui, aussi, parce que voilà, certains championnats, et ça, c'est tout le travail des agents qu'ont les joueurs. Nous, on préfère privilégier tout l'aspect français, voilà, parce que c'est vrai que la catégorie de joueurs dans cette situation, on peut avoir un très jeune qui va sortir à 21, 22 ans d'un premier contrat professionnel et un plus âgé, 30 ans, 32 ans, qui a déjà fait une carrière et qui se retrouve par certains aspects du métier, voilà, en fin de contrat. Donc, on essaye de privilégier, la France, mais pour certains, la solution de l'étranger est envisageable.
faut faire attention après à certains championnats un peu trop exotiques qui ne respectent pas toujours les contrats ou les engagements. Donc c'est méfiance. J'aimerais revenir sur ce que je disais au début, on parlait de précarité. Tout le monde n'est pas acheté des centaines de millions d'euros comme Kylian Mbappé, ça c'est sûr. Est-ce que vous trouvez qu'on a une vision un peu biaisée du marché du football professionnel ? On n'imagine pas justement ce nombre de joueurs qui subissent aujourd'hui la précarité ? Bien sûr, oui. Parce que les médias mettent en avant essentiellement les grands champions. Et c'est normal, parce que c'est la locomotive de notre sport et c'est évidemment le bien. Mais voilà, il y a des joueurs qui jouent, et sans, voilà, je ne vais pas citer de club, mais que ce soit bas de Ligue 1, Ligue 2, voire nationale, où évidemment les salaires ne sont pas les mêmes. On a un salaire moyen en Ligue 1 qui est aux alentours des 45 000, 50 000 euros. En Ligue 2, on passe à 10 000, 12 000 euros. En national, encore moins. Mais ces joueurs-là vivent du football et font de leur passion le métier qui est fabuleux. Donc, le plus longtemps possible. Après, voilà, il y a des... Aujourd'hui, le chômage est devenu un élément normal de la carrière. On ne peut pas dire, voilà, on va faire une carrière non-stop. Voilà. Il y avait peut-être un peu plus le plein emploi dans les années 90-95. Mais et ça, c'est accepté aujourd'hui par les joueurs, Philippe Lafond ? On l'explique, ouais. On ne leur cache pas. Voilà, il faut le dire, quand on va rentrer dans le métier de footballeur, même pour les plus jeunes, leur dire, il y a la blessure, ça existe, l'arrêt de carrière sur blessure, ça c'est non voulu, mais c'est ceux qui ne sont pas blessés, on imagine l'état psychologique de certains joueurs qui doivent considérer le fait de ne pas avoir été recruté comme un échec, de ne plus jouer pendant des mois, des semaines, ça peut être dur pour certains joueurs. C'est très dur, et cet aspect-là, on l'a pris en compte aussi au sein du syndicat, puisque nous avons mis en place une cellule psychologique, un temps d'écoute avec un psychologue, anonymement. Ça permet voilà, d'être plus à l'aise sûrement. Mais aujourd'hui, on s'aperçoit que ça soit par rapport à la fin de carrière qui approche, la blessure de longue durée qui éloigne le joueur de sa deuxième famille, du vestiaire, parce qu'il est en rééducation. Tous ces aspects-là créent la situation de fin de contrat aussi. Voilà, c'est des contrats à durée déterminée. Il faut l'accepter. Il y a des renouvellements, mais parfois, il faut gérer cette période-là. Le temps passe vite, il nous reste une petite minute. J'aimerais qu'on parle de la reconversion professionnelle, évidemment. À quel moment vous entamez clairement une discussion là-dessus avec ces joueurs-là ? Le plus tôt possible. Oui, évidemment. Il faut les préparer pour l'après. Préparer, ça ne veut pas dire que ça va s'arrêter demain, mais on prend souvent l'exemple d'une assurance pour une voiture. Vous prenez une assurance pour une voiture, vous n'allez pas avoir un accident. Mais la reconversion, plus tôt on en parle, plus tôt on les prépare. Et aujourd'hui, évidemment, avec tous les outils Internet et le e-learning nous permettent de les remettre en scolarité adaptée pour que l'arrêt de carrière soit vraiment préparé et pas subi. Il faut qu'ils soient acteurs de leur après-carrière. Ils ont une chance, ils ont fait un métier fabuleux. Ils peuvent choisir le métier qu'ils pourront faire demain. Certains, pas forcément tout de suite, mais voilà, c'est d'avoir ce choix-là et ça se construit. On va terminer sur ces mots. Merci beaucoup Philippe Lafond de nous avoir accompagnés aujourd'hui dans Smart Job. Je vous rappelle, vous êtes le directeur général de l'UNFP, l'Union nationale des footballeurs professionnels. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est déjà la fin de cette émission, vous l'avez compris. Merci à Nicolas Juchat qui m'a aidé à la préparer. Tout de suite, on se retrouve dans Smart Éducation. Très bonne journée à tous sur Bismart et à très vite dans Smart Job.